Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer, ou A Song of Ice and Fire, sans spoiler. Donc, moi c'est Ilan, je suis toujours avec Guillaume. Toujours là. Et on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 15 du Trône de Fer, soit le premier chapitre de Sansa. Ouais. Donc ça nous fait pas mal déjà de point of view en 15 chapitres. Je pense qu'on en a 6 ou 7, ce qui est, tu sens que l'œuvre s'étend de plus en plus, quoi. Donc quand tous ces personnages seront répartis aux 4 coins de Westeros et tout, ça va devenir un vrai bordel. Tu le sens que, bon, surtout si on en rajoute encore après. D'où le fait que peut-être l'auteur prend beaucoup de temps à écrire The Winds of Winter, parce que forcément, quand on a atteint ce point, autant de personnages POV, c'est compliqué de tous les réunir ensuite, quoi. Vas-y Guillaume, je te laisse faire le résumé de ce chapitre qui nous a un peu gavés tous les deux. Ouais. Donc c'est un chapitre assez long. Et donc on découvre pour la première fois Sansa, enfin en tout cas on découvre l'histoire pour la première fois de son point de vue. Donc on a Sansa pendant le trajet sur la route royale entre Winterfell et Port-Réal, et plus précisément au niveau du Neck. Et donc pour cette journée de voyage, Sansa et Arya sont invités par la reine pour le goûter, on va dire. Mais Arya, qui n'apprécie guère la reine, préfère rester jouer avec Mycah, le fils du boucher. Donc Sansa décide de se rendre seule à la rencontre de la reine Cersei. Et elle va faire la rencontre de 2 personnes, ou on va dire 3 plutôt. On a le capitaine de la garde royale Barristan Selmy, le frère du roi Renly Baratheon, et la justice du roi, ou plutôt le bourreau du roi, Ser Ilyn Payne. Et au lieu de passer l'après-midi avec la reine Cersei, finalement, Sansa elle va passer l'après-midi avec Joffrey, donc son promis. Donc tout était parfait dans le meilleur des mondes, super après-midi pour Sansa et Joffrey, jusqu'à ce que le jeune couple entre guillemets rencontre Arya et Mycah en train de jouer avec des épées en bois. Donc il y a Joffrey qui intervient et on sait pas trop pourquoi. Il se met à agresser le fils du boucher et Arya s'interpose jusqu'à ce que Nymeria, la louve de Arya, finisse par mordre Joffrey en le laissant blessé au bras. Donc alors en off, on parlait un peu de ce chapitre qui nous avait un peu saoulés tous les deux. Donc pourquoi toi il t'a saoulé ? Plusieurs raisons. Alors déjà, bon, théoriquement je suis censé découvrir Sansa, mais je la connais déjà de la série. C'est pas un personnage que je porte énormément dans mon cœur. Enfin, je pense que même les gens qui découvrent Sansa avec ce chapitre, ils l'apportent pas énormément de leur fille gâtée, enfin fille de riche quoi, fille de riche. Tu vois, vraiment attitude de fille de. En fait, c'est une princesse. Mais c'est ça son personnage en vrai. C'est son personnage, c'est une princesse. Mais trop princesse, tu vois, vraiment princesse quoi. Bah paradoxalement, quand tu dis fille gâtée, justement, t'aurais l'impression que ça soit les parents qui l'ont gâtée. Or, je vois mal Eddard justement lui fournir toute cette attention. Peut-être Catelyn à la limite, parce que Catelyn elle doit se dire bon, elle a toutes les caractéristiques des Tully, contrairement à mon autre fille Arya. Ça va devenir, je sais plus la réaction de Catelyn quand le mariage entre Sansa et Joffrey a été arrangé. Je sais plus si elle était heureuse ou si justement elle était contre. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de retour de Catelyn sur cette histoire. Mais je veux dire, je suis pas sûr que Catelyn et Eddard soient les parents qui vont gâter Sansa au point qu'elle devienne aussi capricieuse. Ouais, je pense pas qu'elle soit pourrie gâtée, mais en tout cas, elle se prend pas pour de la merde, quoi. Elle est très consciente de sa noblesse. Elle se mélange pas avec la masse. Les trucs, enfin, le paysage, la campagne, c'est pas pour elle. Elle aime les tartes au citron et John, c'est un bâtard quoi, c'est son demi-frère, enfin il fait pas vraiment partie de la famille, c'est un gueux. Donc franchement sans ça, quand je la vois, j'ai envie de l'envoyer se faire foutre quoi, il me saoule. J'aime pas son attitude, j'aime pas les gens qui sont pas terre à terre, tu vois, elle est complètement dans son monde voilà, très ça se voit, j'aime pas. Un peu le même avec toi.
le chapitre qui m'a gavé, mais de par le fait que ça vient de Sansa, je trouve pas que déjà qu'il soit très très intéressant, mais en plus quand on le voit du point de vue de Sansa et tout, c'est vrai que ça devient lourd, ça devient très vite lourd. Ouais. Donc le chapitre débute par une discussion entre Sansa et Septa Mordan. On peut sentir tout de suite le dédain que Sansa entretient envers ses inférieurs lorsqu'elle corrige Septa sur le fait que Lady soit un loup-garou et non un chien. Et tu sens que alors que Septa Mordan, c'est supposément celle qui doit la guider, celle qui doit lui apprendre, ouais. Et tu sens que c'est ça, vraiment c'est du dédain quoi qu'elle a. Ouais, après, bon, elle a pas tort, mais en même temps, tu vois... le ton avec lequel il le dit, ouais, elle conteste... un loup-garou. Oui, c'est un loup-garou, déjà. D'ailleurs, à la fin du chapitre, à un moment... non, c'est au milieu du chapitre. Elle fait une remarque à Arya, genre, quand Nymeria, elle se laisse pas trop faire pour se faire laver, elle dit... telle maîtresse, tel chien. Tu vois, et là, tu vois, elle dit chien quand ça l'arrange, la connasse, tu vois. Ouais, parce que ça venait du maître piqueur aussi, donc forcément, c'est une expression. Quoi? Ça venait du maître piqueur, cette expression. C'est le maître piqueur, tu sais, c'est celui qui s'occupe des chiens au Moyen-Âge, dans les forteresses. Et donc, en gros, il dit que c'est lui qui lui avait appris cette expression. Ah ouais? Bah, relou. Je comprends. Mais relou, comme tu dis. Lady comme elle... Et en fait, Lady, comme Sansa, a d'abord une attitude de dame. Tu sais, c'est dit dans le chapitre que quand Lady prend son lard... ouais, elle lèche de façon noble, laisse tomber. Exactement. Puis avec son nom éclaté, là. Lady. Soit avoir nom éclaté, comme tu dis. On apprend tout de même que, comme Arya, elle entretient une relation particulière avec son loup. Donc, même après avoir dit tout ce qu'on a dit, ça reste quand même une star elle est quand même attachée à son loup-garou, et son loup-garou est quand même attaché à elle, quoi. Oui, oui. Septa Mordan lui apprend que la reine les a conviés dans son carrosse, et qu'il convient donc que elle et Arya se mettent à leur avantage. Ceci réjouit Sansa, car elle aura peut-être enfin l'occasion d'être proche du prince Joffrey, son promis, pour qui elle est déjà éprise, même si elle ne le connaît pas vraiment. Elle va le connaître un peu mieux d'ici la fin du chapitre. Seul bémol, Arya qui a l'art de tout gâcher. Et à partir de là, tu sens que la façon déjà dont elle parle de Joffrey, c'est épuisant. C'est-à-dire que Joffrey, c'est mon prince, il est grand, il est beau, il est blond, c'est celui avec qui je vais me marier, avec qui je vais avoir des enfants. Et quand tu lis ça, tu sais que Sansa, elle a 13 ans, voilà quoi. Le personnage est pas forcément mal écrit, c'est pas de la mauvaise écriture. Non, justement, il est tellement bien écrit qu'il a envie de dire, genre, t'as les boules en la lisant, quoi. Je sais pas si c'était vraiment la volonté qu'il voulait, enfin, l'émotion qu'il voulait transmettre en écrivant ce personnage. Je pense un peu quand même. Il est pas mal écrit, mais non, des passages mal écrits, ça veut dire que l'intention que tu veux transmettre à tes lecteurs, elle correspond pas à... Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais moi, c'est éprouvant. Pour moi, c'est éprouvant, mec. C'est éprouvant. C'est éprouvant, la niaiserie, là. Tu vois, entre le chapitre de Catelyn juste avant, où franchement, c'était plaisant à lire. Catelyn, c'est vraiment un personnage agréable à écouter. Alors que là, sans ça... En fait, Game of Thrones, tu sais, ça se démarque pas mal des autres œuvres fantasy et tout, à cause du côté terre à terre et réaliste et un peu qui vraiment brise avec cette image féerique de la fantasy, avec des personnages vraiment pertinents, etc. Et t'as Sansa dans tout ça, enfin dans tous ces personnages vraiment terre à terre et tout, qui est complètement niaise, quoi. Et c'est ça le contraste de Sansa avec les autres persos. Bon, je pense qu'on va essayer d'arrêter de descendre Sansa à ce point-là, parce que c'est bon, je me suis déjà acharné assez sur elle, mais bon. Ouais. C'est dur. Donc, au dehors, Sansa rencontre sa sœur qui portait les mêmes vêtements depuis 3 jours. Donc, on avait déjà eu ce sentiment avec Arya, mais on sent vraiment que c'est une personne assez... elle est espiègle, quoi. Arya, elle est aventureuse, elle est... ouais, comme tu dis, elle est terre à terre. Elle est vraiment terre à terre. Ouais, elle est... Sansa la prévient donc qu'elles sont invitées dans le carrosse de la reine, mais Arya ne peut pas. Elle doit aller chercher avec Maëka les rubis de Rhaegar dans le de Rhaegar, là où Robert a vaincu le feu prince Targaryen. Donc je crois pas qu'on ait parlé des rubis de Rhaegar pour l'instant. Si, on avait déjà parlé de ça. Ah bon? Ouais,
On en avait parlé, je crois, dans le chapitre dans la crypte avec Eddard et Robert, et c'était mentionné que tous les soldats s'étaient arrêtés de se battre une fois que Robert avait vaincu Rhaegar. Et justement pour chercher les rubis qui étaient incrustés sur son armure. Ouais, dans son plastron, ouais. Ouais, dans son plastron, pour essayer de récupérer les rubis de l'armure de Rhaegar. On l'a déjà dit, ça. D'accord. Donc en fait c'est quelque chose qui est un événement qui a l'air d'être assez connu dans l'univers de Westeros par les gens du commun ou par les gens de la noblesse. Ouais. Et forcément quand tu sais que ça peut regorger de rubis, que t'es quelqu'un assez pauvre, forcément c'est une sorte d'aventure, quoi. Ouais, mais bon, quand même, c'était sur un plastron, quand même, hein. C'était un plastron, le fleuve, normalement, il y a du débit, il y a plus de débit depuis longtemps, normalement. Hein. Justement, quand t'entends ça, si on est logique, c'est-à-dire que les rubis ont toujours pas été trouvés. Vu que les gens cherchent toujours... normalement, ils ont été emportés par le courant, enfin... Ah, peut-être, mais justement, personne n'en a parlé, tu vois. Enfin, il y a pas quelqu'un qui s'est dit, oui, mais les rubis ont déjà été trouvés en tout cas, de ce qu'on a actuellement. Ils sont, normalement, les rubis, ils sont à la mer depuis bien longtemps. Soit. Plusieurs paragraphes nous décrivent ensuite les différences existantes entre Arya et Sansa. Arya, comme on l'a dit, aventureuse, n'a pas peur de partir dans le Neck, grand marécage qui sépare le nord et le sud. Je crois qu'on avait déjà parlé du Neck, je sais plus à quel moment, mais on avait déjà parlé. Je suis pas sûr qu'on ait mentionné le nom Neck. Si. Je me rappelle dans un épisode on avait parlé du Neck, mais je sais plus pourquoi. Ok. Bon, en tout cas, c'est une fine bande de terre qui relie, fine, entre guillemets, hein, qui relie... Oh, non, c'est pas le sud, c'est un gros marécage, le Neck. Oui, mais en termes de terre, tu vois. Ah, ok, ouais. Fine bande de terre, entre guillemets, qui relie un peu les grosses terres du nord et du sud de Westeros, quoi. C'est ça. Tandis que Sansa, elle, est dégoûtée par ce lieu. Arya discute avec les différents gens de la colonne, pauvres ou riches, nobles, routuriers, vieux ou jeunes, tandis que Sansa fait des nettes différences de classe. Et c'est ça qui me saoule, c'est les gens qui font des différences de classe surtout. Ouais, enfin princesse quoi. Hein. Surtout, elle ne comprenait pas comment Arya pouvait préférer la compagnie de Mycah, le garçon boucher, à celle de la reine Cersei et de la princesse Myrcella. On comprend d'ailleurs que les loups-garous ont les mêmes comportements que leur maître. Un peu plus fort. On comprend d'ailleurs que les loups-garous ont les mêmes comportements que leur maître. Alors c'est vrai que pour l'instant je pense pas qu'on avait vu ça, que ce soit avec Robb, Rickon ou même Jon. Fantôme il a pas d'aller voir. Il parle pas. Fantôme il parle pas. Oui, alors que Jon, enfin tu vois, on n'a pas. Alors que Arya et Sansa, quand on lit le chapitre, on a l'impression que c'est vraiment des copies-collées de leur comportement, quoi, de leur caractère. Ouais. Pour Jon, rappelle-toi quand ils se retrouvaient les loups-garous près de la mer, enfin de la Louve, Fantôme, ça a été le dernier retrouvé. Il était mis à l'écart par les autres, par ses frères. Et forcément, là, pour le coup, tu fais le lien avec Jon, qui est le bâtard et qui est un peu mis à l'écart par rapport aux autres Stark. Mais après, du coup, ça peut... En fait, je comprends bien dans la logique qu'il y ait un certain lien entre les loups et les Stark. Mais du coup, je me suis dit, est-ce que ça s'est passé comment la distribution? Je veux dire, est-ce que ça a été complètement au hasard et du coup, les loups-garous se sont adaptés au comportement de leur maître? Ou est-ce que, par hasard, tous les loups-garous ont miraculeusement atterri avec le mec qui leur correspondait? Oh, bah... Non, mais tu vois, c'est le genre de question de coin, mais... Ouais. Bon, je pense qu'ils se sont adaptés à leur maître. T'es façonné par ton entourage, en général. Bon. C'est vrai. Sansa se demande même si... Sansa se demande même si Arya, Stark comme elle est vraiment sa sœur, mais Lady Catelyn l'a tout de suite rassurée sur le fait qu'elle était vraiment sa sœur. Donc je me dis c'est chaud, que Sansa aille au point de se demander est-ce que Arya est vraiment ma sœur. Bah moi ça m'étonne pas, tu sais quoi, parce que Arya elle-même se demandait si elle était pas une bâtarde. Donc que ta sœur se demande, si tu te demandes toi-même, pourquoi pas tes proches, hein. Ouais, non, mais que ça vienne d'Arya, je comprends, tu vois, parce que bon, c'est la seule qui a des caractéristiques de Stark avec Jon, pourquoi pas. Mais que ça vienne de Sansa, qu'ils disent, ouais, est-ce que elle c'est vraiment ma sœur et tout. Enfin, tu sais, tu sens que
c'est pas de la méchanceté, mais C'est un peu ouais, genre, c'est un esprit vicieux, quoi. la confiance n'exclut pas le contrôle. Genre, c'est un peu, j'ai confiance en toi, mais vas-y. Hein. Sansa se rapproche, pardon. Sansa se rapproche alors du carrosse royal. Un écuyer informe que le conseil restreint a dépêché des chevaliers pour escorter le roi jusqu'à la capitale. 3 hommes sont présents devant elle. Un chevalier de la garde royale portant la cape blanche, un homme très beau portant une armure vert sombre, et un troisième assez mystérieux. Sandor Clegane, avec sa face ravagée par le feu, la surprend alors par derrière, tout en lui demandant si il lui fait peur. On comprend que oui. En même temps, forcément, tu vois un gros molosse de 1 mètre de plus que toi avec une face défigurée. Ouais. Et en plus, un sale caractère, en plus. Mais Sandor Clegane lui fait moins peur que ce dernier homme mystérieux. Tous les chevaliers tirent alors leur épée à l'approche du loup de Sansa, Lady. Son promis, Joffrey, vient alors à sa rescousse et chasse l'ennemi Sandor Clegane. Donc, on a encore une preuve que les loups-garous sont pas tellement acceptés dans le monde des humains. C'est-à-dire qu'à chaque fois que t'as l'impression que les loups-garous apparaissent, à part au côté des Stark, il y a une certaine répulsion de la part... Tu vois, c'est un animal, tu vois. Je pense que c'est pas un animal de compagnie très courant, les loups-garous. Alors que pourtant, c'est l'emblème des Stark, hein. Ouais, mais... Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas courant, forcément, jouer un loup, bon, ils sont pas encore très grands, apparemment. Mais bon, tu dis pas, c'est pas un teckel, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas un chiot, ouais, genre. Ouais. Ok. Les présentations sont alors faites. L'homme mystérieux se nomme Ilyn Payne, donc comme tu l'as dit, Guillaume, hein, la justice du roi, le bourreau royal. L'homme âgé qui fait partie de la garde royale, Ig Barristan Selmy, le Lord Commandant, surnommé Barristan le Hardi, et membre du conseil restreint. L'homme plus jeune, à la mère vert sombre, se nomme Renly Baratheon, le plus jeune frère du roi, seigneur d'académie, et membre du conseil restreint. Donc on a enfin la connaissance, déjà du Lord Commandant de la garde royale, qui est un personnage assez important, vu que il commande la garde rapprochée du roi, quoi. Assez âgé, donc sûrement de l'expérience, et on dit aussi qu'il a des hauts faits qui sont connus jusque dans les extrêmes terres du Nord. Et surtout qu'il a été pareil dans la garde royale de d'Aerys Targaryen. Donc il a protégé deux rois. Il en a pas protégé. Il y en a un qui a trépassé sous sa garde, mais bon, en même temps, tué par qui laisse tomber, hein. Je trouve que ça serait intéressant de voir les relations que Jaime entretient avec les autres membres de la garde royale par rapport à ce fait-là. Ouais. C'est vrai que ça, la réunion d'après, elle a pas dû être très joyeuse. Genre bon. Le roi est mort. Ah oui, mais voir ta faute. Et Renly Baratheon, donc alors Sansa dit que c'est l'homme le plus beau qu'elle a jamais vu. Je crois que c'est dit comme ça. Contrairement à Robert, hein, il y a une différence, je pense, entre les deux, parce que je sais pas à quoi ressemblait Robert du temps de la rébellion. Ouais, je pense qu'il était assez beau vu que juste toutes les filles qui se tapaient. Ouais. Bon, après, à l'époque, quand t'étais riche, bon. C'est pas faux. Quand t'avais la moula. Ouais, bon, Renly, charmant garçon, visiblement. Et tous les deux membres du conseil restreint. Alors, est-ce que tu te souviens de qui d'autre fait partie du conseil restreint au moment où on parle? Alors, je peux pas, franchement, si, je peux te dire, Maître Pycelle, c'est celui qui a essayé de soigner Jon Arryn. Je les connais après de la série. J'ai peur de dire des trucs que... Non, mais c'est marqué de toute façon dans l'appendice. C'est marqué dans l'appendice? Ouais. Le grand argent, l'argentier, mais Littlefinger, Petyr Baelish dit Littlefinger, Lord Varys, Maître Pycelle, Renly, est-ce que Cersei est dedans? Bon, il y a la main du roi aussi. Et est-ce que j'en oublie, Ilan? T'en oublies un. Mais... Ah oui, mais Ser Barristan Selmy, il en fait pas partie? Si. Si. Mais t'en oublies un, mais
celui-là, je pense que c'est normal que tu le cites pas parce que ce soit dans la série ou même dans les livres, enfin dans les livres pour l'instant t'en sais rien, mais en tout cas dans la série, on peut savoir que c'est parti du conseil restreint, mais il a jamais posé pied dans le conseil restreint en fait. C'est qui? Stannis. Ah bah oui, Stannis, oui. Bah on le voit jamais. Bah oui. Et en fait, il a un autre rôle. Il a un rôle particulier dans le conseil restreint du coup. C'est le maître des navires. D'accord. Mais c'est vrai que bon, si on regarde pas par rapport à la série, en fait, oui, Stannis, on peut facilement le poser, mais ouais, il apparaît pas. Oui. Il apparaît pas dans le conseil restreint. Ok. Donc Stannis Baratheon, on le rappelle, qui est le premier, enfin le cadet en fait de Robert, donc qui est plus petit que Robert mais plus grand que Renly, et qui lui est le sire de Père Dragon. Elyn Payne s'approche alors de Sansa et une sensation désagréable la parcourt, tandis qu'il la regarde silencieusement. On apprend de la bouche de Renly qu'il est taciturne depuis 14 ans, car Aerys Targaryen lui a coupé la langue. Et on en avait parlé en off, que c'est 14 ans, c'est bizarre. Ouais. 14 ans, c'est bizarre, parce que la rébellion de Robert a eu lieu il y a 15 ans. Et mais après, est-ce que c'est la fin de la rébellion ou c'est le début de la rébellion? Non, c'est la fin de la rébellion. Donc il y a 15 ans, fin de la rébellion, qui se finit forcément avec la mort d'Aerys. Et donc il y a 14 ans, Aerys... Non, mais parce qu'on sait que, par exemple, Robb, il a 14 ans. Donc, je veux dire, quand Ned il est parti, c'est là où il a couché avec Catelyn. Catelyn était enceinte de Robb. Oui, donc en fait, Catelyn a été enceinte de Robb au moment où ils sont partis, au moment de la rébellion. Donc c'est quand il est revenu 1 an plus tard que Robb il est né. Donc à 14 ans. Donc c'est-à-dire que, enfin, je trouve qu'il y a un truc chelou parce que ça voudrait dire que Aerys a coupé la langue d'Elyn Payne. Soit, mais vraiment. Depuis sa tombe. Ouais, non, mais c'est ça. Ou soit, alors il y a eu un laps de temps qui se fait tout, donc là on n'a pas les années précises, on n'a pas les mois, mais ouais. Bon, ça a été très tard, quoi. Ouais, soit il y a un délai qu'on n'a pas bien compris ou alors il est devenu taciturne pour une autre raison. Ouais, ça. Parce qu'en fait, dans le texte et tout, c'est pas très clair. On dit qu'il est taciturne depuis 14 ans, et ensuite on rajoute qu'il s'est fait couper la langue par Aerys. Mais sauf que, en fait, quand tu lis le texte et tout, t'as l'impression qu'il y a un lien logique entre les deux. Peut-être pas, d'où le fait que les dates alors elle colle moyen, on va dire. Mais en vrai, je pense que c'est pas impossible s'il y a bon. Et en plus, on connaît pas la raison, donc forcément, c'est un peu compliqué. On va passer, on va faire abstraction de cette info pour l'instant. Cersei ajourne alors le rendez-vous de Sansa car elle doit malheureusement écouter ses conseillers, enfin les conseillers du roi plutôt. Geoffrey reprend alors le rôle de l'autre envers Sansa et lui propose de monter à cheval, ce qu'elle adore. Elle adore monter. Alors qu'on sait que justement, dans ses différences avec Arya, le fait de monter à cheval, c'est quelque chose qu'elle déteste. Elle préfère être dans son carrosse, forcément. Elle fatigue. Quel faux cul. C'est incroyable. Il lui propose de partir seulement tous les deux, car Lady risque d'effrayer les chevaux, et Sansa n'est pas à l'aise en présence du limier. Sansa s'inquiète sur la dangerosité de cette excursion, mais pour Geoffrey, il ne faut pas s'inquiéter. Il est pratiquement un homme fait et possède une vraie épée avec un pommeau de la forme d'une tête de lion, dents de lion. C'est dur. Bon alors, ça, au niveau du comportement de Geoffrey, on avait déjà eu des indices de son attitude lorsqu'il s'est battu avec Robb dans la cour d'entraînement de Winterfell. Mais là, tu sens que c'est quelqu'un il va bien avec Sansa, il pète plus haut que son cul, je suis déjà un homme fait, t'inquiète pas, alors qu'il a que 12 ans. Ouais. Donc, tu sens que, voilà, quoi, il s'estime. Après, il se fait vicos, plus ou moins par Arya, la mala. Et ce qui est intéressant, c'est que, le pommeau de son épée a une forme de tête de lion. Ouais, encore une fois, c'est ce sentiment d'appartenance au Lannister, alors que son nom c'est Baratheon. Pourquoi pas une tête de cerf? C'est ça. Ouais.
Comme on l'avait déjà dit dans un des épisodes précédents, que Cersei, on la présente toujours comme Cersei Lannister et jamais comme Cersei Baratheon. Et que lui-même, son fils est préféré, on sait pas si c'est lui enfin, on sait pas si c'est lui qui a, comment dire, demandé de forger cette épée avec cette forme, hein, dessus du pommeau. Mais en tout cas, le fait qu'il arbore l'emblème des Lannister, ouais, on sent que Robert, il a pas eu une emprise totale et tout sur sa famille. Ouais. Et ce qui est triste, parce que Robert, c'est le roi, donc c'est lui qui devrait avoir une autorité totale sur son royaume. Et même si au niveau de sa famille, on ne respecte pas, je veux dire, porter son nom, porter son emblème, au niveau de ses enfants, c'est quelque chose de capital. Ouais. Et le Dent de Lion, ridicule. En fait, je sais même pas si le nom, il est vraiment ridicule, ou si c'est la façon dont il le présente, quoi. Il le dit de toute façon, en l'épée s'appelle Dent de Lion. Bon, c'est pas un nom si ridicule que ça, c'est juste, quand tu sais que c'est surtout le manieur qui est important, pas l'épée. Laisse tomber. Y a pas une phrase comme ça, Oh, bah, sûrement, dans plein d'œuvres, genre, ce qui est important, c'est celui qui manie, pas l'épée en main. Ah non, en fait, je pensais à la phrase de Ned, mais ça a rien à voir. Quand il te dit, c'est celui qui, celui qui dit la sentence qui doit l'appliquer ou quelque chose comme ça. Ah oui. Mais donc rien à voir. Ils passèrent donc une après-midi de rêve pour Sansa, chevauchant, déjeunant de bons repas, son prince chantant pour elle. Donc on sent que c'est vraiment l'après-midi, voilà, dont Sansa a toujours rêvé, dont Sansa, voilà quoi. C'est quelque chose sur lequel elle fantasme. Ouais, elle a des papillons dans le ventre. C'est féerique pour elle. Voilà, et elle chevauche avec le prochain roi, c'est-à-dire qu'elle sera sa reine, elle portera ses enfants, elle sera sur le trône. Pour elle, c'est parfait. Mais, tout à coup, Joffrey surprend les bruits près du lieu de bataille entre son père et Rhaegar. Lui et Sansa s'approchent et découvrent Arya se battant avec Maeka, le boucher. Joffrey, soit engaillardi par le vent ou par sa nature, investige le garçon boucher en lui demandant pourquoi il se bat avec Arya, la sœur de sa dame. Celui-ci répond que c'est cette même Arya qui lui a demandé, ce que Sansa croit, mais que Joffrey n'entend pas de cette oreille. Il lui pointe alors l'épée et un filet de sang s'écoule de sa joue. Le garçon boucher s'enfuit tandis que Arya et Joffrey se battent entre eux. Le combat s'envenime et se termine lorsque Nymeria surgit dans le bosquet et mord le bras de Joffrey. Donc, alors là, on apprend deux choses par rapport à Joffrey. Un, par rapport à sa mauvaise foi, et deux, par rapport à son sadisme. Je pense moi, que le sadisme. Plus, un, par rapport à son sadisme et sa mauvaise foi, et deux, par son incompétence au combat. Oui, alors, je vais dire, bon, en même temps, un loup-garou qui te saute dessus, forcément, bon. Non, mais même, plus ou moins vicose par Arya, quoi. Bah, c'est vrai que Arya, et sa pleurnicherie aussi, à quel point il est misérable, il pleurniche, quoi. Arya prend alors l'épée de Joffrey, pour qui la première réaction est « Ne me faites pas de mal ou je le dirai à ma mère ». Et là, c'est vraiment... Et ça fait écho à ce qu'il disait à Tyrion quand il l'avait giflé une fois. Il fait je vais le dire à ma mère, bim, deuxième gifle, dis-le, mais avant, présente tes condoléances, ou pas tes condoléances, mais tes... Oui, ta sympathie. Oui, ta sympathie. Mais c'est vrai que t'as l'impression que Joffrey, il se retranche toujours dans ses derniers recours derrière Cersei, quoi. Dans ses derniers recours, dans ses premiers recours. Ouais, dans ses premiers... C'est la première chose qu'il va faire. C'est assez triste parce que bon, c'est supposé être l'héritier du royaume et c'est encore il est encore dans les jupes de sa mère, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est pas protégé par lui-même. Il a 12 ans, mais il a une mentalité... Ok, il a 12 ans, mais c'est vraiment une mentalité... Mais t'as l'impression que c'est vraiment aussi un enfant gâté, par exemple. Lui, il est pourri gâté, lui. C'est pour ça que je dis, entre guillemets, Sansa et Joffrey, ils se correspondent... Mais Sansa est pas... Je pense pas qu'elle est méchante foncièrement, alors que Joffrey, tu sens qu'il est méchant, quoi. On n'a pas encore toute l'étendue de sa méchanceté, mais tu sens déjà qu'il est particulièrement con, quand même. Hein. Franchement, il avait aucune raison valable d'aller taper Maeka, franchement. C'est ça. C'est pour ça que je dis soit on gaillardit par le vent, ou soit c'est sa nature. Ouais.
Possible. Parce que Sansa, quand je dis qu'elle est pas méchante, c'est-à-dire qu'elle croit Maïka quand il dit que c'est pas... En plus, elle connaît Arya, elle sait très bien qu'elle est du genre à jouer au chevalier, quoi. Mais alors que lui, il a pas cherché, il a pas essayé de chercher à comprendre la situation. Tout ce qu'il a voulu, c'était vraiment torturer le boucher, quoi. Ouais, pour son plaisir. Clairement, ce qu'il voulait, c'était montrer sa supériorité. Et même, je pense que même montrer à Arya et Sansa que c'était lui le prince, quoi. Je pense que c'est un petit con frustré qui a une épée et qui a envie de s'en servir, mais qui s'en sert pas, quoi. C'est ça. Je veux dire, c'est un concours de beats, mais en fait, il y a même pas d'autres beats à comparer, quoi. Donc, c'est vraiment... Laisse tomber. Sansa, s'inquiétant pour son prince, s'approche de Geoffrey pour prendre des nouvelles et aller chercher de l'aide. Il la regarde alors plein de mépris et sans une touche de bienveillance, en lui interdisant de le toucher. Ouais, c'est là que tu vois, il avait une figure de beau prince, tout prêt à tout pour sa dame et tout, et dès qu'il est contrarié et tout, en fait, il en a rien à foutre, quoi. De Sansa, elle était gentille pour le coup d'aller prendre, tu sais, vraiment s'enquérir de ses blessures et tout, et lui me touche pas, quoi. Enfin. C'est ça. Bah, tu sens que c'est un mauvais pardon en plus, que c'est quelqu'un qui est rancunier. Et c'est vraiment rare, rancunier, en même temps envers rien, envers tout le monde. Sansa, maintenant, il l'associe. Je pense que même... Il fait l'association entre ce qu'a fait Arya et ce que Sansa est, quoi. Il fait des associations. Mais je pense même que le fait que Sansa l'ait vu dans cet état-là, ça le frustre, en fait. Ouais, il peut pas supporter d'avoir montré des moments de faiblesse, etc. Et il en veut à Sansa quelque part d'avoir assisté à un moment de faiblesse de sa part, quoi. Lui le roi, lui le futur roi, lui le prince. C'est ça. Bon, en tout cas, ça nous a donné plus d'informations sur le caractère de Geoffrey, de Sansa, qu'on n'avait jamais eu pour l'instant. Enfin, on avait, comme j'ai dit, quelques bribes d'informations par rapport à Geoffrey, mais jamais une pleine mesure. Sansa, très peu. Mais donc là, on connaît ces personnages maintenant. Ouais. Et c'est vrai qu'on les apprécie pas trop. Non. Voilà, bon, on a terminé pour ce chapitre. On espère qu'il vous a plu. Et puis, on se retrouve, j'espère, pour un chapitre qui sera un peu mieux la prochaine fois. Chapitre 2. De Eddard. Très bien. Bon, à la prochaine. À la prochaine.